Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, Jean Hegland. Merci infiniment. C'est un vrai privilège pour nous et pour moi de vous entendre ce soir, car votre travail est tout à fait remarquable. Vous avez écrit 3 romans. Le premier, Dans la forêt, qui a été publié en 1996 aux États-Unis et qui a été un succès retentissant. En quelques mots, on pourrait dire que c'est un roman post-apocalyptique sur 2 sœurs qui sont au milieu d'une forêt et qui essayent de survivre après une crise majeure. Elles tentent de réinventer leur monde. C'est un texte très puissant et nous avons pu, comme lecteurs, découvrir votre sensibilité et votre capacité à bâtir des personnages, car vous avez un don en la matière, et plus particulièrement pour les personnages féminins. Et c'est encore plus vrai pour votre deuxième roman, celui dont nous allons parler ce soir, qui en anglais s'appelle Windfalls, qui a été publié en 2004 et qui a été traduit en français récemment, ce mois-ci, qui en français s'appelle « Apaiser nos tempêtes ». Et le troisième roman, vous l'avez publié un peu plus tard, en 2015. Il s'appelle Still Time. Il a été publié aux États-Unis pour l'instant et nous espérons que dans quelques années, il sera traduit en français et publié par les éditions Phébus. Mais revenons à Windfalls, Apaiser nos tempêtes. Dans Apaiser nos tempêtes, nous avons un portrait remarquable. Portrait non pas d'une femme, mais de 2 femmes. Vous nous relatez les histoires parallèles de 2 femmes, Cerise et Anna, qui n'ont rien en commun. La première est une artiste, la deuxième a très peu d'éducation, la première vit dans une famille privilégiée, la deuxième doit se débattre pour payer ses factures, mais toutes 2 sont mères. Et c'est ce qui les réunit et c'est peut-être le sens même de votre roman, comment ces 2 femmes vont se transformer et devenir mères. Alors, j'aimerais vous demander pourquoi vous souhaitiez nous relater cette aventure de la maternité, car la maternité est effectivement le thème principal de ce roman. Mais d'abord, une interrogation au sujet de ce titre, Windfalls. Alors, Windfalls en anglais, cela peut être les fruits qui tombent de l'arbre, qui sont trop mûrs, qui n'ont pas été ramassés, mais également une chance inespérée, un profit inespéré. Alors, que diriez-vous de ce titre, Windfalls? Merci beaucoup. Merci d'être venu nous rejoindre en cette merveilleuse après-midi d'automne. Et merci beaucoup à la Fondation Jan Michalski de m'avoir invité. C'est un endroit absolument magique pour tout lecteur, écrivain, amoureux des livres. Et je suis enchantée d'être de retour. Et puisque nous parlons de lecteurs, d'écrivains, d'amateurs des livres, je suis ravie de pouvoir en débattre avec une autre romancière. Et c'est un échange que j'attends avec impatience. Et il y a aussi les êtres humains qui sont en train de chuchoter dans votre oreille en ce moment même. C'est assez magique d'avoir cette interprétation simultanée et nous devons sans cesse remercier les traducteurs et les interprètes qui nous empêchent d'être bloqués dans notre langue et de ne pas pouvoir communiquer. Windfalls est un titre que j'ai choisi pour mon roman parce que, selon moi, il arrivait à faire la synthèse entre ces 2 métaphores différentes. D'une part, un fruit qui tombe d'un arbre et que personne n'a cueilli, que personne n'a récolté, et qui pourrit au pied de l'arbre, et d'autre part, un trésor inespéré, une chance inattendue. Et je crois que, à bien des égards, dans ce roman, nous voyons des exemples des 2 cas de figure. Ces 2 femmes
commence par se retrouver enceinte de manière inattendue et de façon très basique. Ces expériences-là sont à la fois peu valorisées en général, mais en même temps, elles sont un trésor inespéré, un cadeau. Votre premier personnage, Anna, a bien des points communs avec vous. Elle est originaire de l'État de Washington, comme vous. Elle a déménagé en Californie, comme vous. Et elle découvre qu'elle adore la nature. Elle tombe amoureuse des arbres. Elle est photographe. Elle se met à photographier des arbres. Et elle essaye de vivre sa maternité et en même temps d'exister en tant qu'artiste. Est-ce que c'est une question avec laquelle vous vous identifiez en tant que femme, en tant que mère et en tant qu'artiste, en tant qu'écrivain? Oui, alors, ces deux personnages contiennent des éléments de ma propre personne et ces deux personnages, d'autre part, ont leur vie propre. Au bout d'un moment, ils dépassent ce simple cadre-là. Mais Anna, effectivement, a priori, a plus de points communs avec moi que Cerise, parce que nous sommes toutes deux issues d'une famille assez privilégiée. Nous venons de familles fonctionnelles. Nous avons toutes deux un certain niveau de formation et toutes deux, nous avons dû appréhender le cadeau et le défi inattendu de la maternité. Et nous avons dû trouver un équilibre entre notre accompagnement de nos enfants en train de grandir et d'autre part nos autres expériences en tant qu'être humain. Les familles, la famille était déjà présente dans la forêt avec les deux jeunes filles qui se retrouvent orphelines et qui devaient faire leur deuil. Dans Still Time, il y a aussi cette problématique et pour apaiser nos tempêtes, c'est plus précisément la question de la maternité qui est en jeu. Est-ce que vous diriez que vous êtes une autrice qui se préoccupe de questions liées à la famille? Alors effectivement, c'est une thématique à laquelle je reviens sans cesse. Alors je ne sais pas si c'est ce thème-là qui oriente mes romans. Je ne sais pas si c'est la question centrale de mes romans, mais c'est un aspect important de la vie de tous mes personnages. En d'autres termes, comment les familles vont nous façonner, comment elles vont nous bousculer et également les cadeaux que l'on reçoit de notre famille, et également la complexité des relations entre les générations. Ça aussi, c'est peut-être un thème important dans votre œuvre, n'est-ce pas? Oui, effectivement, c'est une analyse très intéressante. Votre premier livre portait déjà sur la maternité. Il est intitulé « La vie à l'intérieur, célébration d'une grossesse ». Mais ce n'était pas un ouvrage de fiction. Alors pourquoi cette fois-ci, dans Apaiser nos tempêtes, avez-vous décidé d'écrire un roman sur la maternité et sur la grossesse? J'ai pris beaucoup de plaisir à écrire La vie à l'intérieur. J'avais fait énormément de recherches sur le sujet. Je m'étais renseignée sur les pratiques et mythes culturels, toutes les croyances qui accompagnent la grossesse et la maternité. Et j'avais ingurgité énormément de littérature scientifique sur la conception, la gestation, l'accouchement, etc. Mais j'aime la forme romanesque et la façon dont un roman permet à l'écrivain et au lecteur de s'identifier avec des expériences encore plus que toute autre forme d'écriture. Et quand j'ai eu l'idée d'écrire « Apaiser nos tempêtes »,
j'ai été à nouveau fascinée par ce thème, par la maternité. C'est une question qui ne m'intéressait pas trop avant que j'aie des enfants moi-même. Et tout à coup, j'ai réalisé que c'était une expérience bien plus profonde, difficile mais gratifiante que ce à quoi je m'attendais. Je voulais écrire un roman qui me permettrait de donner toute la mesure de cette expérience et, à mon avis, seule la fiction peut offrir cela. Vous écrivez sur tous les aspects de la maternité. Parlons des scènes d'accouchement, par exemple. Ce sont des scènes inhabituelles dans un roman. Vous nous donnez une description très longue, très détaillée de ces scènes d'accouchement. Est-ce qu'il était important pour vous de nous décrire la naissance d'un enfant du point de vue de la mère? Oui. La réponse est oui. Je crois l'avoir dit dans la préface, mais j'en suis arrivée à comprendre que une chose très intéressante, parce que, à mon avis, il y a 3 expériences physiques particulièrement intenses. Le fait de donner naissance à un bébé, ou alors la naissance, ensuite l'activité sexuelle, et troisièmement, la mort. Et si on y réfléchit bien, ce sont vraiment les 3 expériences les plus intenses que l'on puisse vivre. Dans la fiction, on a des descriptions, débats amoureux de sexe. On en a beaucoup. Et on a aussi beaucoup de descriptions tout à fait poignantes de la mort, du décès. Et effectivement, ce sont là des moments qui donnent lieu à des récits de fiction, parce que ce sont des moments de tension extrême, des moments qui sont très révélateurs de son caractère et qui sont également des moments qui ont des effets sur la vie des personnes. Donc, j'ai été assez interpellée de voir qu'il y avait très peu de descriptions de ces autres moments dans la fiction. Donc, généralement, dans la fiction, une femme est enceinte et puis la page d'après, elle a son bébé dans les bras. Or, je crois qu'il y a une caractéristique très physique et une émotion considérable dans l'acte de donner naissance à un bébé, et je crois que c'était une occasion à explorer dans la fiction. Et comment expliquez-vous un tel tabou? Je vois plusieurs explications. Je crois que c'est encore lié en partie au tabou de l'écriture sur la maternité. Je crois que c'est un thème qui n'a pas très bonne presse, qui n'a pas très bonne réputation, ce n'est pas très vendeur. On a tendance à l'occulter comme une expérience de seconde zone, sentimentale, ou alors propre à des livres écrits pour les femmes. Mais je crois qu'au siècle dernier, on n'a pas eu énormément de descriptions de scènes de naissance, parce que les femmes prenaient la plume de plus en plus, mais c'était essentiellement des femmes sans enfants, et donc elles n'avaient pas vécu cette expérience elles-mêmes. Voilà certaines explications que je vois. Vous écrivez également sur un autre grand tabou, c'est l'avortement. La scène d'avortement d'Anna est décrite de façon très précise. Et c'était la première fois que je lisais dans la littérature américaine une scène aussi longue et avec des descriptions aussi précises.
Mais ce qui m'a frappé, c'est que votre opinion personnelle ne transparaît pas. Alors, comment est-ce que vous vous êtes préparé pour écrire sur l'avortement? Et est-ce que, dès le départ, vous saviez que vous n'alliez pas donner votre propre point de vue sur la question? Alors, je suis vraiment ravie que c'est ainsi que vous l'ayez interprété, parce que c'était effectivement mon ambition pour cette scène-là, c'était de décrire ce qui se passait de manière très précise, de manière très parlante, pour relater l'expérience d'Anna, mais sans pour autant donner au lecteur mon point de vue sur cette expérience et sur cette décision d'Anna. Je pense que c'est très important que les adultes soient autonomes et aient la possibilité de prendre leurs propres décisions, et c'est impossible de juger de l'extérieur. Donc je suis très heureuse que vous l'ayez lu de cette manière. Oui, effectivement, je me suis beaucoup renseignée et j'ai eu la chance de me rendre dans un centre de planning familial, dans une clinique de planning familial, pour parler aux praticiens sur place, et ils m'ont décrit leur propre expérience. Et j'ai eu la chance aussi de pouvoir parler à des femmes qui avaient vécu cette expérience à la première personne. Et c'est un sujet très émotionnel. Donc, pour moi, c'était précieux que des gens acceptent de me confier leur expérience. Mais ce qui est très important, c'est que l'on ait des descriptions de l'avortement qui ne soient pas influencées par un certain point de vue. C'est encore une question très politisée aux États-Unis. Est-ce que c'est également pourquoi vous souhaitiez en traiter? Oui. Quand je travaillais sur ce roman, jamais je n'aurais pensé que la question de l'avortement serait encore plus d'actualité et urgente aux États-Unis en 2021 que quand j'ai travaillé sur ce livre il y a plus de 20 ans. Mais comme vous n'êtes pas sans savoir, l'avortement a été essentiellement rendu hors la loi au Texas. Donc c'est une question vraiment d'une grande urgence et c'est une question très perturbante. Et je crois que, oui, effectivement, j'ai souhaité inclure cette scène pour différentes raisons, mais essentiellement parce que je souhaitais que de nombreux lecteurs puissent avoir un aperçu de ce que l'expérience d'une femme était. Le sort de Cerise est vraiment tragique. Elle garde son bébé, elle ne se fait pas avorter, mais elle est très jeune. Elle a abandonné l'école, elle devient mère célibataire, elle a un travail dur, mal payé. C'est une longue dégringolade sociale jusqu'au moment où elle se retrouve sans domicile. Pendant tout ce chemin, elle semble très seule. Et pourquoi est-ce que vous vouliez raconter cette histoire de la déchéance d'une femme? Ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de comprendre le plus possible en un petit roman l'expérience de la maternité. Et je voulais qu'il y ait deux personnages principaux pour me permettre d'examiner la question et inviter le lecteur à identifier les éléments universels de la maternité, ainsi que les aspects uniques qui dépendent de la femme, de son enfant et surtout de la situation, des circonstances qui entourent sa grossesse et l'éducation de son enfant. Et là encore, aux États-Unis, des femmes comme Cerise
on reçoit pas beaucoup de soutien social de la société. Son expérience d'être très seule après avoir fait son choix est une expérience que beaucoup de femmes ont vécue. Je voulais rappeler aux lecteurs cette vérité assez dure, cette expérience très difficile, et aussi je voulais inviter le lecteur à réfléchir aux événements de la vie de Cerise. À quel point est-ce que ces événements sont causés par ses ressources limitées, sa situation défavorisée et le contraste avec Anna qui qu'elle réalise en partie à cause de sa situation de départ. Je ne sais pas si on peut parler de la fin du roman. Comme je le disais, Cerise est un personnage très tragique. Elle a une expérience terrible. Elle perd un enfant. En tant que mère, est-ce qu'il vous a été difficile d'écrire la perte d'un enfant? C'était absolument terrible, très douloureux. Il y a un certain nombre de scènes douloureuses dans ce roman. Et pour pouvoir les sortir, les partager, je devais les vivre moi-même dans la mesure du possible. Et je me suis également dit que si je voulais inviter les lecteurs à m'accompagner sur ce voyage difficile, c'était normal que je me lance la première et que ce n'était que juste que je puisse promettre aux lecteurs que les souffrances vécues dans ce livre ont un but qui se solde par qu'elle se solde par un certain espoir. Mais c'était extrêmement douloureux. Je n'aurais jamais pu le faire si je n'avais pas l'impression que ces souffrances étaient très importantes. Votre style d'écriture évolue pendant ces scènes-là. Au moment où Cerise se perd elle-même, vous écrivez beaucoup sur la nature, vous décrivez les paysages qui entourent Cerise. Est-ce que c'était également une manière de ne pas faire face à ce traumatisme terrible? Oui, c'est une très bonne question. Je ne sais pas s'il s'agit vraiment de ne pas faire face à ce traumatisme terrible ou si ce n'est pas plutôt de revenir aux sources du réconfort et de l'inspiration qui existait pour Cerise, même dans ces circonstances absolument dramatiques. Votre roman est également un roman sur le silence, sur les sujets qu'on ne peut aborder. Après la mort de son enfant, Cerise ne peut plus parler de ses enfants. Mais même ce que vous appelez cet amour terrifiant d'une mère ne peut pas être dit. Est-ce que c'est un roman sur le silence? Oui, je crois que vous avez raison. Le roman parle du silence dans sa façon de nous emprisonner, mais il y a également des moments dans le roman où respecter le silence de l'autre est le plus grand cadeau que l'on puisse faire à une personne. Donc, nous voyons qu'il y a des moments où il est important de parler et d'autres moments où il est important de respecter la distance qui est marquée par le silence d'un des personnages. Vous citez Adrienne Rich en préface. Rien n'aurait pu me préparer à la prise de conscience que j'étais une mère, une de ces évidences, alors que je me savais moi-même dans un état de décréation. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Oh mon Dieu,
Cela veut tout dire. Cela englobe toute mon expérience de la maternité. Parce qu'avant d'être mère, je n'y avais pas beaucoup songé et lorsque j'y pensais, il me semblait que avoir une mère, c'était normal. Ma propre mère, qui est une femme merveilleuse, était un véritable pilier dans ma vie et les autres mères que je connaissais étaient également solides, avec des identités nettes et claires. Lorsque je suis devenue mère moi-même, je me suis rendu compte que je n'étais pas plus organisée, que j'avais été avant, que je voulais être une meilleure personne et être une bonne mère et en même temps respecter mes propres désirs. Et cette citation d'Adrienne Rich, je crois, reflète mon expérience et l'expérience des personnages du roman. Est-ce que Adrienne Rich ou Sylvia Plath ont pu influencer votre œuvre? Oui, comme je le dis d'ailleurs dans la préface, les poètes ont eu une grande influence sur moi. Les poètes écrivent de très belles choses sur les parents, sur les mères, sur les pères. Des moments clés, les émotions complexes, tout cela, c'est une grande source d'inspiration pour moi. La dernière partie du roman se passe en Californie, un endroit que vous connaissez bien, parce que vous avez vécu, vous vivez toujours d'ailleurs en Californie. Et Anna y photographie des arbres morts. Avant la séance, nous parlions toutes les deux de l'incendie en Californie. Je sais que c'est un incendie qui vous a touché personnellement, mais au moment où vous écriviez Apaiser nos tempêtes, est-ce que vous aviez déjà l'idée qu'il pouvait y avoir des incendies comme ceux-là en Californie? J'ai une petite phobie du feu depuis l'enfance et ça revient des fois, souvent dans mes romans. Enfin, en même temps, j'ai peur et en même temps, je suis fascinée par le feu. Pas l'été dernier, mais celui d'avant, la forêt où j'habitais avec mon mari, nous étions propriétaires de 55 hectares et c'était le lieu qui était repris dans la forêt, a brûlé. La forêt a brûlé, notre maison a brûlé et ce n'était que l'un des incendies qui ont eu lieu récemment en Californie. Je n'avais pas la même sensibilité des incendies. Je crois que pour les Californiens, d'une manière générale, cela fait 5 ans seulement que l'on commence à parler de la saison des incendies qui s'échelonne du milieu de l'été aux premières pluies à la fin de l'automne. Cette saison n'existait pas auparavant, jusqu'à très récemment. Donc, ma connaissance, ma sensibilité face aux incendies n'était pas la même. Mais Dans la forêt est un roman écologique. Oui, la nature et l'écologie ont toujours été d'un grand intérêt et une grande source d'inspiration pour moi. Alors, comme je le disais, Anna photographie des arbres morts. D'où vous est venue cette idée de photographier des arbres morts? Oui, ils sont morts, mais ils sont également abandonnés. Ils sont un peu comme les fruits tombés de l'arbre. Là, c'est tout un verger qui est abandonné. Certains sont, la plupart morts, mais
il y en a quelques-uns qui sont encore vivants. Où est-ce que j'ai eu cette idée? Je ne sais pas. Une des choses formidables, il y en a beaucoup, quand on est écrivain, c'est de pouvoir endosser plusieurs vies. Je peux me faire photographe sans passer beaucoup de temps dans la chambre noire. Je crois que ces images découlent de ma fascination avec les vergers que je vois, que j'ai vus en Californie du Nord, là où j'habite. Ces vergers qui fleurissent au printemps contre toute attente, contre les mauvaises conditions. Ce sont des... il peut même y avoir un pommier abandonné au milieu d'une forêt où il y avait autrefois une maison. Et jusqu'au moment où vous avez perdu votre forêt, est-ce que vous pouviez écrire sur les arbres et les forêts? Oui. C'est un élément très important du roman que je suis en train de terminer actuellement. J'ai un peu inclus mon expérience et je crois que c'est une expérience que je vais explorer plus avant. La perte et également la renaissance, parce qu'une forêt ne demande rien d'autre que de vivre, de survivre. Et ça, c'est aussi très inspirant. Vous écrivez également sur le thème de l'art. Et c'est une question qui est intéressante par rapport aux deux femmes. Anna est artiste et Cerise n'a aucune éducation artistique. Mais à la fin, lorsqu'elles se rencontrent, parce qu'elles se rencontrent, Cerise découvre la puissance de l'art. Peut-être que l'art peut nous aider et peut-être que l'art peut aider Cerise. Elle naît à l'art. Est-ce que c'était cela votre intention? L'art est un autre thème auquel je reviens encore et encore. Et je crois que si j'y reviens, c'est en raison d'une conviction profonde qui est que la création, c'est ce que nous rend humains. Et tout d'abord, c'est la création et la transmission d'histoire qui nous définit en tant qu'êtres humains. Mais il y a beaucoup d'autres types de création. La peinture, la danse, le théâtre, la cuisine, la programmation d'un ordinateur, les expérimentations scientifiques, toutes ces formes de création sont d'une importance capitale pour les êtres humains. Donc, c'est un thème que je revisite souvent. Et c'est une question à laquelle Anna fait face à maintes reprises dans ce roman. Elle est artiste dans l'âme, elle souhaite être artiste, mais les questions qui la taraudent, c'est est-ce que c'est puissant, est-ce que c'est important? Et Cerise, qui vient d'un milieu pauvre, est attirée par l'art également. Elle a un don pour le dessin, elle est fascinée par la couleur, par les couleurs, mais elle n'a aucune occasion, aucune possibilité pour comprendre ou expérimenter ce que cela peut lui apporter. Mais j'aime à croire que sa sensibilité s'accroît avec les expériences qu'elle vit dans le roman. Oui, je dirais que l'art est vraiment très, très fondamentalement important pour nous. Comme les livres, nous le savons instinctivement. L'autre artiste du roman est la fille de Cerise, Mélodie.
Nous ne savons pas si elle a du talent, mais à la limite, peu importe. Elle devient artiste, elle peint des déchets. Est-ce pour dénoncer la surconsommation, la même surconsommation qui vous a mis en colère pendant longtemps? Mais pour vous, qui est Melody? Est-ce que c'est une grande artiste? Est-ce qu'elle peut devenir une grande artiste? Melody est la fille de Cerise, sa première enfant, et à la fin du roman, elle n'a pas encore 20 ans, elle est adolescente. À la fin de l'adolescence, elle aussi est fascinée par l'art. Et ce qui fascine dans l'expression artistique, ce sont des choses que Cerise ne peut pas comprendre. Alors, j'abonde dans votre sens. Qui sait si elle deviendra une grande artiste? Elle est jeune, elle est immature, mais elle est appelée, elle est attirée vers cette forme d'expression. L'avenir dira si elle est capable de grandir en tant qu'artiste. Et vous avez raison, ce n'est peut-être pas cela l'essentiel. Dans la forêt, Eva, on pourrait se poser la même question. Est-ce que c'est une grande danseuse? On ne sait pas. C'est intéressant que dans vos romans, vous nous montrez que l'art n'est pas une question, ce n'est pas une question de succès ou de talent. C'est un moyen d'expression. Oui, merci beaucoup. Quelle est votre propre relation à la photographie? J'ai fait un petit peu de photographie d'art lorsque j'étais étudiante à l'université et je n'ai plus rien fait depuis, mais j'adore la photographie et pour moi, c'est une forme artistique merveilleuse. Lorsqu'on parle d'écologie et de surconsommation, est-ce qu'on pourrait dire que la photographie peut une manière de dénoncer la surconsommation? Vous voulez dire les images que... Est-ce que nous avons besoin de ces images pour montrer cette surconsommation et ses méfaits? Oui, je crois que oui. Ces images sont difficiles à regarder. Mais à moins de pouvoir être sur place et de voir cela de nos yeux, qu'est-ce qui peut nous toucher? C'est uniquement les images et les histoires. Ce sont les outils que nous avons pour influencer les gens pour que leur comportement change. Est-ce que vous avez de l'espoir sur le plan de l'écologie, que les gens soient sensibles à ces influences? Oui, j'ai de l'espoir. D'une certaine manière, cet espoir est plus difficile à maintenir parce que, comme nous le savons tous, les défis sont absolument énormes. Et pourtant, il existe tant de beauté, d'intelligence, de passion dans le monde que je ne pense pas qu'il soit permis d'abandonner tout espoir. Vous pensez aux enfants, à l'éducation? Oui, je pense aux enfants, mais ce n'est pas non plus juste, comme nous le savons, de tout mettre sur les épaules des enfants. Je crois qu'il faut essayer de sauver les enfants aussi. J'aimerais vous poser une question sur Still Time. Ce qui me frappe avec vos trois romans, c'est les différences entre les trois. Dans Still Time, la nature est moins présente. Il n'y a pas de forêt, mais nous y découvrons un professeur d'université qui étudie Shakespeare et il perd la mémoire. Et c'est fascinant de voir comment vous écrivez sur Shakespeare et sur cet homme qui est en train de tout perdre et qui lutte pour préserver sa mémoire.
Comment est-ce que ce personnage a pris forme dans votre esprit? Récemment, mon agent m'a dit que mes romans étaient différents et c'est comme si j'étais la mère de tous mes romans, mais qu'ils avaient tous un père différent. Alors, le père de Still Time, certainement, c'est Shakespeare. J'ai toujours adoré Shakespeare. Et j'ai eu la chance de grandir dans une famille où Shakespeare était un plaisir de la vie parmi d'autres, comme le baseball. On n'en faisait pas tout un plat et mes parents nous emmenaient voir des pièces de théâtre. Et parfois, on s'endormait, mais ce n'était pas un problème. On se réveillait, on mangeait une glace à la fin et c'était une bonne expérience. Comme adulte, je me suis passionnée pour Shakespeare de plus en plus. Et j'en suis venue à me demander, enfin, pas mal d'entre nous ont fait cette expérience. On a des êtres chers dans notre entourage qui ont été frappés par Alzheimer, par la démence. Et ceux qu'ils gardent en mémoire le plus longtemps, ce sont soit des souvenirs très précoces, soit des choses qu'ils ont apprises par cœur. Et je me suis posé la question. Je me suis dit, mais si quelqu'un connaissait des passages de Shakespeare par cœur, s'il connaissait des pièces de Shakespeare par cœur, alors est-ce que ça l'aiderait à s'y retrouver dans le monde, à renouer les liens avec la fille de cet universitaire, en l'occurrence dans le livre, avec qui il avait perdu contact. Voilà le thème de ce livre. Vous n'avez pas peur de situations psychologiques extrêmes. Nous avons parlé d'avortement, de perte d'un enfant et à présent de démence. Est-ce que vous recherchez ce type de situation? Est-ce que vous pensez que pour un écrivain, ce sont des thèmes qu'il faut rechercher, sur lesquels il faut écrire? Je crois que, d'une certaine manière, la fiction, c'est un petit peu comme une pratique. On essaye de voir comment les autres s'en sortent dans certaines situations. Et nous espérons toujours que nous ne devrons pas forcément vivre ces expériences nous-mêmes, mais que le fait de les explorer par le truchement d'autrui nous aidera à avoir un aperçu de nos propres expériences, qui sont peut-être plus aisées, et aussi une sorte d'apprentissage, de pratique, d'entraînement pour des expériences plus difficiles que nous vivrons par la suite. Donc, la fiction, comme nous le savons, la fiction adore le conflit, les problèmes et des vies. Et par contre, la vie que nous aspirons à vivre, c'est une vie facile, où il n'y a pas de problème. Mais par contre, ce qu'on aime lire dans les œuvres de fiction, ce sont des histoires de gens qui doivent lutter. Donc oui, effectivement, ces situations extrêmes sont des situations qui sont source d'inspiration pour des romanciers. Alors, y a-t-il des questions du public? Je ne veux pas épiloguer toute la soirée. Il faut attendre quelques instants que l'on vous remette un microphone. Le thème de la maternité non désirée. Est-ce que les choses ont changé entre-temps? Car je n'ai pas lu énormément de récits de la maternité, et même dans ce qu'on appelle les gender studies, il semblerait que ce ne soit pas un thème qui soit encore entré dans les habitudes. Merci pour cette question. Je crois que les choses évoluent, mais très lentement. Je crois que on continue à considérer que ce thème-là
et secondaire et pas assez intéressant. Mais curieusement, je vois que de plus en plus, on a des pères qui écrivent des livres sur la paternité. Et ce sont des romans tout à fait remarquables. Mais c'est assez ironique. Et je pense à Richard Powers et son livre récemment qui s'appelle Bewilderment, qui parle d'un père et de son enfant, et aussi Pete Fromm, qui a écrit un livre qui s'appelle La vie en chantier, dans sa traduction française, qui parle aussi de la paternité. Mais oui, nous devons nous activer et nous devons écrire sur l'expérience de la maternité et de la parentalité en général, mais également de la part de parents non binaires. Une autre question? Oui, bonsoir. Vous parlez de Richard Powers. You mentioned Richard Powers. J'aime bien l'idée que les écrivains soient des arbres dans le même écosystème. Peut-être qu'ils parlent les uns des autres. J'aimerais savoir ce que vous pensez ce que vous pourriez dire. C'est traduit en même temps, j'imagine. Ce que vous pourriez dire du livre. C'est vous qui allez traduire. D'accord, donc c'est vers vous. Vous synthétiserez. Ce que vous pourriez nous dire du livre de Powers sur l'arbre. Hein? Ah oui, comment il s'appelle? Il s'appelle L'arbre, en français, c'était comme ça. What can you tell us about Richard Powers' book on Et la branche de cette question, c'est, je trouve ça singulier que l'arbre apparaisse comme un nouveau personnage de roman, notamment dans la littérature américaine, avec Deleuze, on aurait tendance à voir du côté de l'herbe qui pousse par le milieu, qui n'a pas de racines. Alors voilà, cet arbre qui arrive dans la littérature américaine comme personnage, ça aussi j'aimerais entendre that appears all of a sudden as a character per se in American literature. Est-ce que vous envisageriez un roman écrit du point de vue ou du point de vue de l'arbre? Would you consider a novel written from the standpoint of a tree, as we had novels written from the standpoint of a dog, for instance? So 3 questions. Okay, it's a very interesting question. Ce sont des questions très intéressantes. Alors, que pensez-vous de l'ouvrage de Richard Powers qui parle de l'arbre monde? Oui. Alors, c'est la première question. Je pense que c'est un livre formidable. Je suis une admiratrice de Richard Powers depuis toujours, depuis la nuit des temps, et je pense que c'est un livre important et un très beau roman. Et la deuxième partie de la question était comment pouvez-vous expliquer que les arbres deviennent des personnages à part entière dans la littérature américaine? Alors, je crois que c'est grâce à la science en partie, parce que les scientifiques sont en train de découvrir de plus en plus que les arbres ont un comportement passionnant, que les forêts sont fascinantes. Et il y a d'ailleurs Suzanne Simard qui a écrit un essai sur Finding the Mother Tree, qui n'est peut-être pas encore traduit en français, j'espère qu'il le sera, mais le fait est que c'est sur la base de son travail scientifique que Richard Powers a fondé le personnage de son livre L'Arbre monde. Et ce qu'elle a découvert a complètement rebattu les cartes sur la façon dont on abordait les forêts. Parce que ce qu'elle a constaté, c'est que les arbres communiquaient les uns avec les autres et même entre espèces, essences d'arbres différentes, et qu'ils mettaient en commun des ressources, qu'ils essayaient de se protéger les uns les autres. Donc, c'est vraiment là une information primordiale, parce que cela veut dire qu'une forêt est encore plus précieuse qu'on pouvait le penser. Et ce que cela suggère aussi, c'est que nous devons revoir notre
vision inspirée par Darwin de la loi du plus fort et de la sélection naturelle, qui veut dire que les éléments les plus forts s'en sortent. Alors que là, ce qu'on voit dans les forêts, c'est qu'il y a un partage, une mise en commun des ressources, que les arbres s'entraident. Donc, je crois que toute notre vision du monde, que ce soit le fonctionnement des communautés, le capitalisme, etc., doit être complètement revue. Donc oui, effectivement, la science nous a inspirés à braquer les projecteurs sur les arbres et à réfléchir sur les arbres. Mais est-ce que c'est également une histoire plus ancienne peut-être qui remonte à Thoreau, à Walden? Est-ce qu'il y a une tradition dans laquelle cela s'inscrit? Oui, vous avez raison, il y a toujours eu une tradition autour de la forêt et de la description de la nature dans la littérature. Une autre question peut-être? Oui, il y avait encore une troisième question. Est-ce que vous envisageriez d'écrire un livre du point de vue d'un arbre? C'était ça la troisième question. Richard Powers a dit qu'il souhaitait écrire du point de vue d'un arbre, mais que, je ne sais plus comment il a décrit ça, mais qu'il y avait des problèmes techniques à surmonter. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais à la Fondation Jan Michalski il y a 2 ans. J'étais écrivaine en résidence et il y avait également d'autres romanciers, et notamment un romancier qui essayait précisément d'écrire du point de vue d'un arbre. Et je ne sais pas si cela a abouti ou pas, mais en tout cas, c'est un défi assez admirable. Et Elif Shafak, est-ce que vous avez lu le dernier livre de Elif Shafak, qui est moitié turc, moitié britannique, et qui écrit du point de vue d'un figuier, et l'histoire se situe en Crète, ou à Chypre plutôt, à Chypre. Comment s'appelle cet ouvrage? Alors, il y a Arbre dans le titre, le dernier de Elif Shafak. Alors, merci beaucoup de m'avoir mise sur la piste, je vais me renseigner. Est-ce que je peux poser une autre question? En tant que romancière, comment est-ce que vous parvenez à utiliser votre sensibilité, sensibilité par rapport à votre environnement, et particulièrement en tant que mère, et dans le même temps, vous êtes coupé du monde physiquement pour pouvoir vous concentrer sur l'écriture, et tout en intégrant ces perceptions? Et comment arrivez-vous à concilier les deux? C'est une excellente question. Alors, ce que j'aime dans l'écriture, c'est que vraiment tous les aspects de ma personne doivent être mobilisés. Et je dois réfléchir de manière aussi intelligente et précise que possible, mais aussi que mes sens soient en éveil et que je puisse mobiliser toutes les intuitions à ma disposition. Et puis, en même temps, à certains moments, je dois faire preuve de logique, je dois être très analytique. Donc, je crois que pour moi, l'idée, c'est de savoir quand je dois faire ces allers-retours entre ces différentes façons de penser, ces différentes façons de voir les choses. Et en même temps, j'essaye vraiment de m'habituer à avoir une vie par ailleurs. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas en train de traverser la vie et le monde en voyant tout comme matériel potentiel d'un livre, mais surtout d'interagir avec d'autres êtres humains. C'est un défi intéressant.
Pour rebondir sur cette question, le fait d'être mère ou de perdre un enfant ou de subir un avortement, ce sont des expériences qui sont vécues de manière différente dans différentes cultures. Et l'art, qui est une ressource qu'on peut mobiliser, est par ailleurs un luxe pour bien des personnes. Alors, en tant qu'écrivaine, comment est-ce que vous arrivez à vous y retrouver avec ces différentes interprétations possibles, avec ces variations innombrables à travers le monde et même aux États-Unis? C'est un pays multiculturel et il y a énormément de façons différentes de vivre ces expériences. Vous avez choisi ces deux personnages et vous avez suivi leur parcours. Ce sont des cas particuliers, mais il y a différentes options possibles pour les femmes et il y a peut-être d'autres aspects que vous aimeriez décrire, que vous aimeriez transcrire par l'écriture pour aider à les préserver. Alors, comment est-ce que vous prenez la décision de choisir tel ou tel parcours? Merci beaucoup pour cette question. Oui, effectivement, c'est vraiment une des questions qui est le moteur de ce roman. Et c'est également la raison pour laquelle nous avons besoin de beaucoup d'histoires très nombreuses sur l'expérience de la maternité, car vous avez entièrement raison. Il y a énormément d'aspects différents dans l'expérience de la maternité et dans bien des cas, cela est lié à la situation dans laquelle se trouve une femme quand elle doit faire ses choix, prendre ses décisions. Il y a des facteurs culturels, il y a des facteurs sociaux, mais malheureusement, un roman, même un roman aussi épais que celui-ci, donne un aperçu très limité. Il ne peut tout simplement pas représenter toute l'étendue des expériences possibles. Il ne peut que ajouter une petite pierre à l'édifice. Et j'espérais, en utilisant l'expérience de ces deux femmes, leurs deux expériences très différentes, j'espérais inviter les lecteurs à réfléchir précisément à ces questions. Mais il faudrait bien sûr encore bien d'autres illustrations de ces expériences. Y a-t-il une autre question, peut-être la dernière? Pensez-vous que les romanciers d'aujourd'hui doivent se pencher sur la crise de la biodiversité, la crise climatique, ou est-ce que vous pensez qu'une telle obligation serait l'ennemi de l'art? Excellente question. Oui, mes amis et moi discutons souvent de ce sujet. L'art, s'il est bon, il ne peut pas être didactique. Enfin, il échoue presque toujours si le but premier de l'auteur, c'est de changer les mentalités. Il doit partir d'une base plus riche, plus fertile. Mais en même temps, les histoires sont un de nos outils les plus puissants pour influencer les gens et changer justement, les faire changer d'avis. J'ai l'impression que de plus en plus, les écrivains et tous les autres humains d'ailleurs ressentent cette responsabilité énorme qui est la nôtre. La situation est urgente et nous devons tous faire ce que nous pouvons pour relever ces défis. Donc, je ne pense pas
pouvoir faire des généralités sur l'art et les artistes, mais nous sommes nombreux à avoir la conviction que ce ne serait pas honnête que d'écrire des romans aujourd'hui qui donneraient l'impression que tout va bien dans le monde et qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur ou d'être préoccupé. Qu'en pensez-vous? Patrick écrit beaucoup sur ces questions. Je suis d'accord avec vous. Et je dirais que Richard Powers, L'Arbre Monde, est un exemple formidable d'un roman qui peut changer les mentalités, et c'est peut-être son intention, les mentalités au sujet des forêts, de l'environnement. Mais je ne voudrais pas avoir que tous les romans soient comme ça. Ça deviendrait un petit peu ennuyeux, c'est un peu totalitaire. Vive la liberté des romanciers qui écrivent de leur cœur. Tout à fait. Et il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de bonnes raisons pour lire. Et une de ces raisons, c'est de se divertir, s'échapper à notre vie quotidienne. Nous avons besoin de livres qui nous emmènent dans des lieux où notre fardeau est allégé, notre fardeau de la vie quotidienne et des préoccupations du monde sont levées et nous pouvons revenir après avec une énergie nouvelle. Il y a beaucoup d'autres raisons pour lire et toutes sont bonnes. Une autre dernière question, peut-être? Eh bien, merci beaucoup. Vous allez dédicacer votre roman à l'étage et nous allons avoir le plaisir de prendre un verre ensemble. Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de pouvoir discuter avec vous. Et merci aux interprètes.